Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de ce magazine. La principale nouvelle nous vient du Burundi où l'élection législative au Burundi, c'est parti. Le parti présidentiel remporte 77 des 100 sièges à l'Assemblée nationale, selon les chiffres de la CENI. En effet, le parti au pouvoir au Burundi, le CNDD et FDD, a remporté dans ces 77 sièges à l'Assemblée nationale lors des législatives controversées qui ont ouvert le 29 juin. Les élections générales burundaises a annoncé ce mardi donc la Commission électorale nationale indépendante. Nous faisons un tour au Congo où le président français François Hollande a rappelé ce mardi à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso l'importance de préserver les institutions et de mener des réformes constitutionnelles dans le consensus. Et comme nous sommes en plein départ des vacances, pour permettre à nos chers auditeurs de penser à des mesures de santé très très importantes, nous recevons ce soir une dame. Elle nous parlera donc de son association. Elle s'appelle Emmanuela Chonanga. Bonsoir Emmanuela. Bonsoir Noël. Bien, Emmanuela a l'air un peu timide. Elle n'est pas timide du tout. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, cette association qui lutte qui protège les citoyens contre le sida et les IST, il est question ce soir de rappeler les normes que généralement vous le rappelez. Ça, quoi concrètement? De quoi parler ce soir? C'est de prendre des mesures de prévention pour réduire les risques sexuels. D'accord. Est-ce que c'est si important? C'est ça qu'on on se dit aujourd'hui de manière empirique, on se dit qu'il y a des traitements pour un peu tout cela. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le rappeler ça aux gens? Oui, c'est important parce qu'aujourd'hui, par rapport au VIH, aux hépatites, les choses sont tellement banalisées que, puisqu'on n'en meurt pas, les gens prennent les choses à la légère. C'est important de rappeler qu'il faut toujours se protéger, se faire dépister aussi, qu'il y a un moyen de prévention pour ne pas être contaminé. Après, d'accord. Si c'est fait, on peut se faire soigner et vivre avec. Ouais. Merci beaucoup Emmanuela. Donc on vous retrouve tout à l'heure pour d'amples informations sur tout cela et pour vous permettre donc de bien vous installer. Voici pour vous une aération musicale. Borbangayen bokon bezamba bedama na bezibi kwa bete baba yemi zamanana mwali liga subulete Selene bezulu atia mwana na mana bonto abazante Selene bezulu yebe sobata banza betwal keka Selene bezulu kali siningila mana lode keke Selene bezulu wan nama sebanga kaba yebe so Selene bezulu Zulu mbeba yemidama kabadina Selene Zulu Yekeko Namo Selene Zulu Wokoko Makamo Selene Zulu
beter ngazai wer mani pour kamet ngazai banzang hom yasam amul music me satan Beton zamba awo kalata le fulesi de temia kobe fuleni temia kobe beti zamba awo ki Selene Zulu Akia money na mane bonka bezanje Selene Zulu Yeba sobe tabanza betwala kaka Selene Zulu Kale sini nyira mana lore kaka Selene Zulu One by number 7 got cover yeba so Selene Zulu Zulu mbeva yemi dama kwa dina Selene Zulu Ye keko Mama oh Selene Zulu Wo koko Makamo Selene Zulu Retournons sur la 11.5 de Radio Pluriel. Donc, c'était Selene Zulu. C'est lui, SM, il dit, pose la question aux Zoulous. C'est ce grand peuple d'Afrique sud-saharienne, l'Afrique australe précisément. Et donc, en résumé, il nous invite à poser la question de savoir pourquoi les fils et filles d'Afrique semblent des larbins alors qu'ils sont assis sur une manne d'or. La question, il la pose à vous, Emmanuela. Rebonsoir Emmanuela. Bonsoir Noël. Pourquoi on a l'impression que les fils et filles d'Afrique sont là pour cirer, on va dire, les chaussures de leur patron qui se trouve en Occident? C'est une impression. Pourquoi cette impression-là? Je veux parler de l'expérience que j'ai. La plupart des Africains se sentent inférieurs. Se sentent inférieurs aux Blancs. D'accord. Ils sont déjà complexés. Je ne sais pas si c'est dû à la colonisation. Si on leur a fait un lavage du cerveau ou on leur a toujours démontré qu'ils étaient inférieurs. Ils se sentent complexés. C'est dur quand même, hein. C'est dur à entendre. Oui, en tout cas, c'est clairement dit. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. En tout cas, nous poursuivons donc notre magazine et nous allons directement au Congo. À la suite de ce qu'a dit Emmanuela, le président français François Hollande a rappelé ce mardi à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso l'importance de préserver les institutions et de mener des réformes constitutionnelles dans le consensus. S'agissant des enjeux d'approfondissement de la démocratie en Afrique, le président français a indiqué son attachement à la préservation et à la consolidation des institutions et a souligné l'Élysée dans un communiqué à l'issue de la rencontre à Paris entre les deux chefs d'État. François Hollande a aussi rappelé son attachement au principe de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Union africaine qui suppose que les réformes constitutionnelles soient fondées sur un consensus. Denis Sassou Nguesso, âgé de 72 ans aujourd'hui, cumule plus de 30 ans à la tête de la République du Congo. Il a convoqué un dialogue national du 11 au 15 juillet pour discuter de l'organisation des futures élections et de l'avenir des institutions du pays. L'opposition soupçonne déjà que cette initiative n'est d'autre but que de changer la constitution du pays pour lui permettre de briguer un nouveau mandat en 2016. Denis Sassou Nguesso a dirigé le Congo à l'époque du parti unique de 1979 jusqu'aux élections pluralistes de 92 qu'il a perdu.
Revenu au pouvoir en 1997 à l'issue d'une violente guerre civile, il a été élu président en 2002 et réélu en 2009. La constitution congolaise adoptée en 2002 limite à 2 le nombre de mandats que peut exercer un président et stipule que nul ne peut être candidat à la fonction suprême s'il a plus de 70 ans. Et je me tourne donc vers Emmanuela. Je vais vous éviter un peu de commenter cette actualité qui semble un peu gênante pour vous et pour vous parler effectivement de votre association. Il est très important pour nous de parler de ce que vous faites pour la simple raison que c'est au départ des vacances et qu'on sait que le taux de mortalité VIH du sida est assez élevé auprès des populations issues de l'immigration africaine. C'est cela? Oui, bon, pour la population africaine vivant en France, le taux de décès est quand même assez pas bas, mais important. Dans les limites. Le taux de contamination, oui. Alors on va rectifier. Voilà. C'est pas c'est le taux de mortalité ou le taux de contamination? De contamination. Ça veut dire que les Africains, c'est qu'ils croient que les Africains n'aiment pas utiliser le préservatif, c'est ça? Peut-être, mais ça dépend aussi du contexte, parce que c'est une population qui vient d'Afrique. Oui. Et la raison pour laquelle elle vient en Europe, c'est vouloir changer, vouloir évoluer leur vie, oui. S'améliorer dans le bon sens. Sur le plan économique. Voilà, sur le plan économique. Et elle vient souvent des pays où il y a eu la guerre, il y a eu beaucoup de viols, il y a eu beaucoup de violence, il y a eu beaucoup de... Voilà. Donc, du coup, ce contexte-là fait que le réflexe en Afrique, il n'y a pas de traitement aussi. Et l'amour en Afrique, c'est plus... On va dire quoi, naturellement, c'est ça? Voilà. Mais nous sommes en France. Et votre association s'appelle AIDS, c'est ça? AIDS. AIDS, oui. Qui lutte et... Oui, je lutte contre les sida et les IST, les maladies sexuellement, les hépatites aussi. On fait beaucoup plus de prévention aussi, de l'accompagnement. En toute franchise, Emmanuela, est-ce que votre message passe auprès des Africains? Je crois que de plus en plus, ils commencent à force de me voir, surtout dans la rue de la Guillotière, où je vais au moins 2 fois par semaine faire de la prévention. Rappelons que la rue de la Guillotière, c'est la Guillotière, c'est Sauce Gambetta, pour les Africains, on les retrouve très nombreux dans cette zone-là. Voilà, donc à force de me voir et d'insister, ils sont finis par s'habituer. Il y a des personnes qui étaient réticentes au début, commencent à se faire dépister, voilà. Je pense que le message commence à passer, mais il reste beaucoup de choses à faire parce que je cherche à mettre des partenariats en place avec les associations de des différents pays. Et pour le moment, je n'arrive pas trop à pouvoir capter leur intérêt. Je veux le dire comme ça de manière empirique. J'ai entendu dire chez beaucoup d'Africains que le sida se transmet, ou plutôt, alors pour parler comme les Africains, est lancé par la sorcellerie. Est-ce que c'est vrai? Venant d'Afrique aussi, je sais qu'à un certain moment, ils ont dit que c'était un sort qu'on jetait aux gens. Mais... Ah, c'est un mauvais sort? Oui, mais bon, l'Africain croit toujours que les autres sont responsables de ce qui leur arrive. Mais c'est pas un sort, c'est réel. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contaminées parce qu'ils ne prennent pas la peine de se protéger, ils ne prennent pas la peine de se renseigner. Je pense que c'est le manque d'informations qui fait que les gens ont ce genre de pensée. Je rappelle à ceux qui prennent notre marche que nous recevons ce soir Emmanuela Chonanga. Ouais. Elle est responsable de l'association AIDS. Animatrice. Ouais. Et que ce soir, on a voulu vous donner la parole parce que nous trouvons qu'il est important pour les populations de la diaspora africaine. Attention à votre stylo. De comprendre que le sida, on l'attrape pas par un sort, c'est pas un mauvais sort qui est lancé. Et comme on est dans la période des départs de vacances, qu'il est important effectivement cette sensibilisation. Quand vous rencontrez les Africains, quelles sont les objections qu'ils présentent? Il y en a beaucoup, il y en a qui pensent que je viens les emmerder en parlant du VIH. Voilà, à ce point-là? Voilà. Il y en a qui sont agressifs, mais en général, les gens sont plutôt ouverts. Et on discute beaucoup de leur... Ceux qui sont agressifs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, c'est les Blancs, toujours. Vous pensez toujours que c'est les Africains qui sont malades. Vous venez toujours vers les Africains. Pourquoi tu es africain, tu ne vas pas faire de prévention du paludisme? Tu tues plein de personnes en Afrique. Et tu viens là pour venir nous emmerder avec cette histoire de VIH et des hépatites et tout. Et ceux qui sont maintenant contaminés, quand vous les recevez, quelle est leur attitude? Déjà, ils ont peur de la stigmatisation parce qu'il y en a beaucoup dans la population africaine. Quand une personne est séropositive, qu'il y a quelqu'un qui le sait, il est montré du doigt. Du coup, ces personnes-là vivent dans la crainte que les autres le sachent. Et ils font tout pour ne pas qu'on le voie. Pour comprendre,
ceux qui sont dépistés, dans quelles circonstances cela arrive souvent? C'est à tout hasard ou alors ils vont volontairement faire le dépistage? Les primo-arrivants en France, ici, s'ils ont demandé l'asile, ils sont obligés de passer par, des fois, par l'institut de prévention pour faire des dépistages, pas forcément du VIH seulement, pour faire un bilan de santé. Et c'est à cette occasion qu'il y en a qui découvrent leur séropositivité. Après, il y a des personnes qui ont soit eu un malaise ou sont tombées malades, où on a su. Il y a certaines personnes aussi qui savent qu'ils ont pris un risque, qui ont envie de se faire dépister, qui le sollicitent. Et puis, il y en a aussi où, quand on leur propose un test de dépistage, bon, ils vont le faire et puis après, ils découvrent qu'ils sont séropos. Donc, ça dépend. Sans donner des chiffres exacts, je veux dire en termes de pourcentage, la plupart de ceux qui sont dépistés, c'est dans quel cas? La plupart de ceux qui sont dépistés et séropositifs, c'est ces personnes qui sont allées faire un bilan, la plupart du temps. Soit c'est des demandeurs d'asile, soit c'est des personnes qui ont été malades, qui sont allées à l'hôpital pour faire soit un examen ou un bilan et on a découvert qu'ils étaient séropositifs. Et comment est-ce qu'ils accueillent la nouvelle généralement? Ils sont surpris? Ils sont tristes? Oui, il y a beaucoup qui sont surpris. Il y en a qui sont tristes aussi. Et puis après, il y a le désir de vivre qui dépasse tout. D'expérience à l'observation, est-ce qu'on peut vivre étant séropositif aujourd'hui et sembler en bonne santé? Oui, justement, en Afrique, les gens se fient souvent à l'aspect extérieur, à la physionomie de la personne. Quand on voit une personne qu'elle est en forme, entre guillemets, qu'elle n'est pas malade, on dit qu'elle n'a rien. Mais être séropo, ce n'est pas être malade du sida, c'est 2 étapes. Il y a le fait d'être séropositif, ça veut dire qu'on est rentré en contact avec le virus et qu'on l'a dans le corps. On peut ne pas le savoir pendant des années, d'où l'importance de se faire dépister. Et puis, il y a le stade sida où on commence à développer des maladies opportunistes. Donc, entre le temps où on contracte le virus oui, et le stade sida, il peut se passer combien de temps à peu près? ça varie, ça peut varier de 2, 3, 5 ans, voire 6 ans, 10 ans aussi, ça dépend. Ça veut dire qu'il y a plusieurs tueurs fous qui traînent là dehors et qui ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont déjà à ce stade-là. Si je comprends votre discours, en sens qu'ils sont, on va dire, réfractaires, ils n'acceptent pas tout de suite le dépistage. Oui, en France, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 30 000 personnes qui sont séropositives sans le savoir, à peu près 20 à 30 000 personnes. Parce que quand on rencontre une personne séropositive qui est dépistée, on essaie pendant l'entretien, de savoir à peu près les personnes avec qui elle a été en contact. Et si elle ne se rappelle pas, dans tout ce monde-là, il y a des personnes qui ont été contaminées sans le savoir. Et comme elles ne sont pas malades, elles n'ont pas le réflexe de se faire dépister. Et puis, voilà, il y en a beaucoup qui ne savent pas. C'est pour ça. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Donc, nous poursuivons donc notre échange avec Emmanuela Shonanga, qui est animatrice donc, de l'association AIDS, oui, qui lutte contre le VIH/SIDA et qui fait la prévention et la sensibilisation. Ce soir, nous avons eu de la parole aussi pour rappeler à tous ceux qui vont en vacances qu'il est très important de veiller sur sa santé et aussi d'éviter de transmettre cette maladie, parce qu'en Afrique, on dit encore, beaucoup croient qu'on attrape le sida par un mauvais sort qui est lancé. C'est archi faux, c'est très faux. On ne fera pas une dérogation à notre process, on ne va pas faire une entorse à notre principe de fonctionnement. Emmanuela Shonanga va donc être soumise à l'épreuve habituelle, c'est-à-dire nous allons commenter ensemble l'actualité en provenance de l'Afrique. Et on va directement au Nigeria, où au moins 25 personnes ont été tuées et 32 autres blessées dans une explosion qui a ravagé mardi des bureaux de l'administration locale à Zaria, dans le nord du Nigeria. Le gouverneur de l'État de Kaduna, Nasir El-Rufai, a confirmé les attaques sur sa page Facebook. Je cite, l'engin explosif, très vraisemblablement porté par un kamikaze, a explosé dans les locaux administratifs du district et tué 25 personnes, dont un enfant et 2 ans, indique le gouverneur. La bombe a explosé vers 9h du matin, soit 8h GMT, au moment où des instituteurs et d'autres fonctionnaires faisaient la queue pour subir les contrôles d'identité, selon les témoins. Emmanuela Shonanga, quand vous entendez ce genre de nouvelles, qu'est-ce que cela vous fait? Pour être honnête avec vous, ça me fait tellement mal au cœur que des fois, je n'ose pas regarder les actualités. Parce que chaque jour, tu entends tellement de choses. Au Nigeria, beaucoup de personnes innocentes qui meurent au nom de... Je ne sais pas, c'est d'une religion.
Et moi, c'est une secte islamique, hein, c'est une religion pour ces personnes. Oui, je sais. Et pour moi, la religion, c'est si tu aimes Dieu, tu ne tues pas. Donc, ça me fait vraiment... moi, ça me fait mal, ça m'horrible. Je ferai une comparaison qui n'a pas sa raison d'être. Selon vous, entre tout ce que les terroristes font aujourd'hui en Afrique, ces sectes islamiques qui tuent, qui font le lavage de cerveau aux uns aux autres, qui envoient les filles ou les jeunes gens s'entretuer, ou les enfants soldats, et le VIH-Sida, les IST, dont vous faites la sensibilisation, voilà. Qu'est-ce qui est plus préoccupant sur le continent aujourd'hui, à votre avis? Après, sur le plan général, le sida continue de tuer beaucoup de personnes. Il ne faut pas se leurrer. C'est une pandémie. Ça tue beaucoup de personnes. Beaucoup plus encore que ce que les terroristes le font, si on veut compter en chiffres. Parce que je sais que à peu près par minute, tu peux avoir 3 personnes qui meurent dans le monde du sida. Donc, par minute? Oui, à peu près. Si je ne vais pas me tromper dans les chiffres, mais à peu près. Donc, du point de vue population qui meurt, le sida fait beaucoup plus de ravages. Après, ce n'est pas des morts aussi violentes et gratuites que celles des terroristes. Oui. Ça, c'est dû à une maladie. Même si on ne l'accepte pas, ça peut se comprendre. Mais la mort par la violence, pour moi, même si elle tue moins de personnes que le VIH, pour moi, reste somme toute assez atroce. Hein. La fameuse trithérapie. Oui. Est-ce qu'elle est assez efficace? Oui, la trithérapie est assez efficace aujourd'hui pour qu'une personne qui commence... C'est pour ça, d'où l'importance, il faut se dépister vite. Quand on se dépiste vite, quand on est au stade séropo et que le traitement est mis en place, l'espérance de vie d'une personne séropositive est quasi égale à une personne séronégative. Quand elle prend bien son traitement, qu'elle observe bien son traitement, elle peut arriver à une charge virale indétectable. En ce moment, elle est moins contaminante pour les autres. Elle peut vivre normalement, elle n'a pas de signes extérieurs, voilà. Elle peut faire des enfants si c'est une dame ou un monsieur et vivre plus longtemps qu'on ne le pensait il y a des années en arrière. Et quand on parlait des enfants, ça veut dire vous essayez de nous faire croire vous essayez de nous faire comprendre qu'une personne qui suit sa trithérapie peut faire des enfants sains? Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont séropositives, qui ont des enfants qui ne sont pas contaminés. Cette personne est très suivie et a un traitement adapté quand elle est en grossesse. Et les dispositions sont prises pour ne pas que l'enfant soit contaminé. Parce que la femme contamine son enfant soit au cours de l'accouchement, soit en l'allaitant. Donc, les risques sont réduits et puis les précautions sont prises pour ne pas que l'enfant soit contaminé. Pourquoi, à votre avis, ces Africains qui vivent en Occident n'ont pas le courage de se faire dépister, bien qu'ayant des comportements à risque? Je pense que c'est la crainte, la peur de savoir pour eux. Parce qu'ils se disent que s'ils le savent pour eux, dans leur tête, ils pensent que leur vie est fichue. C'est fini comme vous dites en Afrique. C'est fini. Leur vie est finie. Ils peuvent ne rien savoir, ils font la politique de l'autruche. Comme on dit en Afrique, quand tu ne sais rien, tu vis mieux. Quand tu sais, tu vis mal. Donc du coup, ils ne veulent pas savoir. Je pense que c'est la crainte d'être mal vue, la crainte d'être stigmatisée. Parce qu'aujourd'hui, les femmes séropositives ont du mal à rencontrer des hommes qui peuvent accepter leur séropositivité et les épouser, par exemple. Ou des hommes séropos aussi ont peur d'être rejetés par des femmes. Donc, si tu es séropo, pour toi, l'espoir n'est pas beaucoup permis. C'est la crainte surtout ça, d'être rejeté, d'être stigmatisé, de ne pas pouvoir atteindre les objectifs qui se sont fixés en venant en Europe. Voilà. Emmanuela, alors ça c'est de manière empirique, il semble que les Africains, les hommes noirs n'aiment pas beaucoup utiliser les préservatifs. Bon, moi je pense que ça a changé. De plus en plus, les jeunes ou les hommes utilisent beaucoup de préservatifs. Mais il y a des femmes qui n'aiment pas les préservatifs aussi. Ce n'est pas que les hommes qui n'aiment pas. Il y a des femmes qui n'aiment pas que l'homme mette le préservatif. Donc, il ne faut pas parler seulement des hommes. Là, la prévention doit être faite autour de ces deux groupes de personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, leur faire comprendre l'intérêt du port du préservatif qui les protège non seulement contre le VIH, mais contre les autres IST, contre les grossesses aussi indésirées. Bien, pour ceux et celles qui prennent notre marche, nous recevons ce soir Emmanuela Shonaga. Elle est animatrice dans l'association AIDS qui lutte contre les VIH et les IST. Ce soir, elle est venue nous parler des comportements, de l'attitude à adopter pour éviter d'être victime du sida. On va lui permettre de pouvoir souffler et on revient vers elle dans quelques instants. Voilà
Jamie J. Africa. Voilà des enfants qui meurent à Lampedusa, Africa. Jamie J. Africa. Malgré toute ton énergie, tu ne crois pas en toi, Africa. Bele boum, boum, boum. Africa. Je dis bien malgré tout ton métissage, tu ne crois pas en toi. Bele boum, boum. Voilà la mer Méditerranée avale des enfants, Africa. Jamie J. Africa. Respecte-toi, Africa. Jamie J. Africa. Malgré tout ton métissage, tu ne crois pas en toi, Africa. Bele boum. Malgré toute ta richesse, tu ne te respectes pas, Africa. Bele boum. Est-ce que tu vois le problème au Nigeria, Africa? Est-ce que tu vois le problème au Cameroun, Africa? Oh, respecte-toi, Africa. Crois en toi, Africa. Respecte-toi, Africa. Vraiment crois en toi, Africa. Bele boum. Est-ce que tu vois les noyades au Lampedusa? Est-ce que tu vois le problème en Guinée, Africa? Regarde Libye, Tunisie, Égypte, Tchad, Morocco, Cameroun. Respecte-toi, Africa. Bele boum. Respecte-toi, Africa. Bele boum. Crois en toi, Africa. Bele boum. Respecte-toi, Africa. Bele boum. Moi c'est naufrage à Lampedusa. Jamie J. Africa. Voilà tes enfants s'en vont, Africa. Jamie J. Africa. Malgré toute ton énergie, tu ne crois pas en toi, Africa. Bele boum. Tu vois malgré toute ta richesse, ta puissance, tu ne te respectes pas. Bele boum. Est-ce que tu vois le problème au Nigeria, Africa? Est-ce que tu vois le problème en Libye, Africa? Malgré toute ta richesse, ta puissance, ton énergie, Africa. Respecte-toi, Africa. Bele boum. Organise-toi, Africa. Bele boum. Crois en toi, Africa. Bele boum. Vraiment sois conscient, Africa. Bele boum. Voilà tes enfants s'en vont, Africa. Jamie J. Africa. Voilà tes enfants
migrants s'en vont Africa. Jeminje, Jeminje, Jeminje. Malgré toute ta richesse, ta puissance, tu ne crois pas en toi. Bele boum, bele boum, boum, boum. Malgré toute ta richesse. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Retournons sur la 91.5 de Radio Pluriel, nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. C'était donc Lampedusa, c'est Billy Dr Muglu Sango avec le groupe Knaris depuis l'Allemagne qui chantait donc pourquoi l'Afrique est un continent si riche et ses filles viennent tout le temps mourir sur les lages des côtes européennes. C'est fort triste. C'est vrai que c'est la dernière actualité, ça fait quelques années qu'on est dessus et curieusement, Emmanuel me dira que c'est vrai, il meurt, il y a aussi le sida qui les tue. Oui. Mais par contre, par rapport aux immigrés, je pense que c'est ceux qui immigrent vers ici, c'est parce qu'ils n'ont pas de solution. S'ils restent, ils vont mourir. S'ils partent, ils vont mourir. Ils n'ont pas le choix, donc ils choisissent de partir. Et puis celui qui passe, il passe. Celui qui meurt, il meurt. Est-ce que dans votre démarche de sensibilisation, en toute franchise, vous avez le sentiment de servir à quelque chose? Parce que, pour la question, parce que je vois l'Africain qui arrive ici, son but n'est pas forcément de penser au risque de santé. Ils veulent se faire de l'argent. Oui, moi je pense que ça sert à quelque chose. Il faut toujours qu'on parle, on dit la répétition pédagogique. C'est vrai que quand on cherche, on dit, on vient d'Afrique. Excusez-moi. On vient pour se chercher, entre guillemets. Mais pour se chercher, tu viens pour chercher de l'argent. Il faut que tu sois en bonne santé. Si tu ne prends pas soin de ta santé, comment tu peux avoir cet argent pour lequel tu t'es déplacé pour pouvoir t'occuper de ta famille? Donc, prendre soin de sa santé aussi, c'est se faire dépister. Et s'il y a une maladie, c'est se faire soigner pour pouvoir vivre plus longtemps. Évidemment, pour pouvoir mettre ses objectifs à profit, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Est-ce que ces soins sont remboursés? La thérapie, par exemple? À 100%. 100%? Oui. En France, on a quand même cette chance d'être prise en charge à 100%. Ne rien payer du tout. Et les personnes qui sont dépistées sont accompagnées, sont suivies, sont traitées. Et je pense que c'est une chance qu'il faut saisir pour les Africains qui viennent ici passer dans certains pays où ce n'est pas possible. Mais au demeurant, au final, mais qu'est-ce qui fait le véritable blocage de ces populations? Qu'est-ce qui les empêche de pouvoir se protéger? Question de choix, il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas. Le fait de porter un préservatif les déconcentre. Voilà. Il y en a qui disent ça, pour eux, c'est une barrière au plaisir. Alors que c'est dans la tête que ça se passe. Avec les préservatifs d'aujourd'hui, on peut quand même avoir toutes les sensations de ça, je pense. Vous pensez ou c'est le cas? Parce que pour moi, déjà, avoir un partenaire qui porte un préservatif, ça me rassure. Du coup, ça me laisse la possibilité de pouvoir m'éclater. Après, chacun voit les choses comme il pense. Mais c'est important. Si tu vois un préservatif, quelque chose qui t'empêche de prendre le plaisir... Le préservatif te protège contre beaucoup de choses, de maladies, des IST, de la grossesse surtout. Du coup, tu es libre dans ta tête de pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Alors que si la personne n'a pas le préservatif, quelque part, il y a, pour quelqu'un qui a l'information, il y a toujours une petite inquiétude qui reste. Et si je devais choisir, je préfère, pour moi, me préserver en mettant le préservatif. Soit mon partenaire le met, soit je le mets parce qu'il y a des préservatifs féminins. Alors, dans votre démarche, est-ce que ces populations seraient par exemple plus portées on va dire quoi, à l'abstinence par exemple pour éviter la maladie? Ça m'étonnerait qu'ils s'abstiennent. Donc au final, pas. On parle des rapports à risque où il faut se protéger. Les personnes ne sont pas assez sensibles à cette démarche-là. Si, ceux qui regardent les informations, qui suivent quand même, de plus en plus se protègent. Après, il y a toujours des personnes qui sont réfractaires à tout ça. Ce n'est pas seulement que les Africains. Mais comme je fais plus de prévention, de réduction des risques sexuels auprès des Africains, je parle d'eux parce que je pense qu'il y a quand même une certaine évolution. Les gens commencent à comprendre l'importance de se protéger. Parce qu'avant, ils pensaient que ça n'arrivait qu'aux autres, mais là, on se rend compte que de 17 à 60 ans, les gens se contaminent au VIH. Donc, il faut que les gens commencent à prendre conscience qu'ils ne sont pas à l'abri. Cela fait combien de temps que vous faites ce travail?
Moi, je suis venue à Aide en 2012, mais à mon arrivée en France ici, déjà j'ai un passé de sage-femme. D'accord. Je faisais déjà de la prévention au niveau de la Côte d'Ivoire. J'avais, en son temps, on avait créé une ONG qui existe toujours En Côte en d'Ivoire. Côte d'Ivoire, qui est Migrants sans le sida. D'accord. Donc, dans le cadre de mon boulot, j'ai eu vraiment rencontré beaucoup de personnes séropositives qui sont mortes du sida en quantité. Et donc, cette problématique m'a toujours importé. On a commencé à faire beaucoup de prévention. Je suis venue ici. J'ai voulu aller dans une association, mais la nécessité de travailler a fait que j'avais mis ça de côté. Et quand il y a eu l'opportunité de venir à Aide, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est ce que j'ai voulu faire toujours. Dans toute franchise, pour vous, c'est plus, on va dire, c'est quelque chose que vous aimez, Oui. moins pour le travail, mais surtout parce que vous aimerez, vous Voilà, souhaitez. je voudrais que la population africaine commence à se prendre en charge et qu'ils prennent soin de leur santé. Que cette population prenne soin de sa santé. Et ça passe par... il y a le VIH, il y a les hépatites aussi. Il y a beaucoup d'hépatites B, on n'en parle pas, mais il y en a beaucoup d'hépatites C. Souvent, les gens sont contaminés au VIH, mais aussi associés avec l'hépatite C ou l'hépatite B. Donc, c'est important parce que c'est pas difficile de réduire les risques sexuels. C'est préserver, avoir des comportements des pratiques qui ne sont pas trop à risque. Voilà. Il faut adopter des pratiques qui ne sont pas à risque. Et ça, c'est prendre soin de soi-même. Aujourd'hui, se faire dépister, c'est une preuve d'amour que de faire un test déjà, moi, je pense. Pour l'amour pour qui? Pour son partenaire ou pour Pour soi-même? son partenaire, pour soi-même aussi. Quand tu t'aimes, tu prends soin de ton corps. Voilà. Et après, si tu te dépistes que tu es séropos, tu peux te soigner. De cette même manière aussi, protéger ton partenaire, protéger les autres autour de toi, ta famille aussi. Donc, se faire dépister aujourd'hui, c'est pouvoir penser, vivre avec le sida, mais pas mourir avec le sida. Voilà. Donc, pour vous, en fait, il est souhaitable aujourd'hui de vivre, enfin, étant séropositif, mais sans en mourir. Oui. Sachant qu'effectivement, quand on est séropositif, on est plus vulnérable, quoi. Oui, quand on est séropositif, parce que ça détruit les défenses de l'organisme. Si on ne se dépiste pas pour savoir son statut sérologique, on est exposé à des risques de maladies opportunistes. Et moi, pour moi, je préfère avoir une personne séropositive qui vit aujourd'hui qu'une personne qui n'a pas l'occasion de vivre, qui meurt. Parce que j'ai des proches qui sont morts du VIH. Et s'ils avaient cette possibilité de se faire soigner aujourd'hui pour vivre avec moi, j'aurais choisi cette possibilité, même en étant séropositive. Que ces personnes soient séropositives, mais qu'elles soient vivantes, qu'elles meurent. Bien, nous recevons donc ce soir Emmanuela Shonanga de l'association Aide. Elle nous parle des difficultés qu'elle rencontre dans le cadre de la sensibilisation pour la protection contre le VIH et les IST. Emmanuela Shonanga, nous allons repartir sur le continent et avec vous, on va commenter l'actualité en provenance du continent. Oui. Une information qui n'a rien à voir, c'est la vente de 20 éléphants à la Chine par le Zimbabwe pour $40 000 par animal a provoqué une forte polémique dans le pays. Le Zimbabwe conserve Task Force, une organisation locale de défense et de protection des éléphants, a dénoncé la transaction. Selon elle, les 20 éléphants vont subir un traitement inhumain en Chine. La Chine compte les relâcher dans le parc safari de Shimlong, dans la province de Gansu, dans le sud, lequel abrite déjà 20 000 espèces rares. Les pachydermes avaient été capturés l'an dernier dans le parc national de Hwange, dans l'est du Zimbabwe. Ça fait sourire, Emmanuela. Voilà les informations qui viennent du continent. À côté de ce que vous vivez, est-ce que vous pensez vraiment que aujourd'hui sur le continent, ce genre de faits mérite d'être porté attention des citoyens qui ont d'autres difficultés? Mais les éléphants font partie de nos patrimoines, c'est l'Afrique. Moi, je suis ivoirienne, je sais qu'on a dit la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y avait des Ivoires, mais là, on ne voit même plus d'éléphants en Côte d'Ivoire. Bon, je sais que j'en ai vu, mais maintenant, je ne sais même pas si mes enfants auront l'occasion de voir, à part le parc ici, mais il n'y en a même plus, de voir des éléphants. C'est vrai, il y a les maladies, mais les animaux aussi doivent être protégés. Ils ont le droit quand même de vivre. Dites-vous qu'aujourd'hui, sur le continent, on met plus de moyens à combattre ceux qui sont homosexuels, par exemple, dans certains pays, et on laisse
carrément les braconniers décimer ces animaux, ou plutôt quand on ne les vend pas aux pays comme la Chine? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, les Africains, ils ont une question de priorité. Et si je peux parler comme on parle dans le langage ivoirien, là où il ne faut pas parler, c'est là où ils parlent, et là où il faut parler, ne parle pas. Donc, c'est une expression, excusez-moi. Oui. Bien, on repart donc en Afrique, et là on a au Burkina Faso, c'est le trafic de caméléons qui est carrément démantelé. Vous vous rendez compte? On porte attention du peuple, des citoyens du monde de cette information. Au moins 25 personnes, dont des Libanais, des Ghanéens et des Syriens, ont été interpellés suite à la découverte par les services forestiers de 1800 caméléons séchés destinés à être acheminés en Asie pour leur supposée vertu médicinale. Le colonel Adama Drabo, directeur national des eaux et des forêts burkinabé, a indiqué que ces caméléons ont été tués et conditionnés entre le Nigeria et le Niger. Ils devaient transiter par le Burkina Faso et le Mali, d'où ils seraient acheminés vers l'Asie, notamment en Chine et aux Philippines. Dans ces pays asiatiques, a ajouté le colonel Drabo, on prête à ces dépouilles d'animaux des vertus médicales. Le caméléon est une espèce protégée au Burkina Faso et il est difficile de connaître l'ampleur du trafic. Les services forestiers burkinabés ont également saisi 2 conteneurs qui contenaient 9000 troncs. Ça fait sourire. Oui, mais moi je sais que les vertus médicinales, oui, mais je sais que les caméléons séchés, il y en a toujours eu en Afrique, on vend pour faire des décoctions. Ah oui, dites-nous. Quel type de décoction? Moi, j'apprends. Je sais que ceux qui veulent faire le bas sanguin, mais... Le bas, c'est-à-dire un peu de magie noire. Pour arriver à quoi? Pour arriver je sais pas, à s'enrichir ou à envoûter d'autres personnes. Utilise le caméléon, je ne sais pas pourquoi, pour pouvoir faire ça. Moi, j'ai vu le caméléon sécher à Paris ici. Donc... À votre connaissance, quand on fait des décoctions à base de caméléon séché, c'est pour obtenir quoi? Je ne suis pas féticheur, je ne sais pas, mais je sais que les gens, oui. ils en vendent des peaux de caméléon, toutes sortes de dents des animaux, tout ça pour certaines pratiques que je ne connais pas. Mais quelles pratiques? Moi, je suis chrétienne. Donc... Ah, d'accord. Bien. Ça, je connais pas. On revient vers vous dans quelques instants oui. Et le temps de vous faire souffler avec ceci. Magic System, c'est comme un bon vin. Plus ça vieillit, plus c'est bon. Soudayo, j'ai pas mes papiers. Je veux me marier pour avoir mes papiers. Depuis que nous nous sommes mariés, tout est mélangé. À cause des papiers, elle veut me fatiguer. Mamadou fait sortir le chien, Mamadou fait la vaisselle, Mamadou fait le marché. Au final, c'est Mamadou qui fait tout quoi. J'ai pas mes papiers. C'est elle qui m'a dragué. Moi j'étais en galère, moi je voulais mes papiers. On s'est vite mariés, mais après le mariage, il y avait tous les dangers. Et j'ai subi la réalité. Mamadou fait sortir le chien, Mamadou fait la vaisselle, Mamadou fait le marché. Ah là là, l'affaire est compliquée, hein. J'ai pas mes papiers.
Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. C'était le groupe Magic System, les sans-papiers Mamadou. Elle a l'air très souriante. Elle est très souriante ce soir, Emmanuela. A fait le sans-papier. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on parle de ça? Non, m'inspire quoi, je sais pas. Non, mais j'aime déjà ce groupe-là, c'est pour ça que je souris. C'est un groupe ivoirien en plus, hein? Ben oui. Vous les connaissez? Oui. Et quand il raconte ses mésaventures avec... C'est une réalité parce que... C'est une réalité. On a déjà vu souvent... Enfin... Bien. Avec Emmanuela, on va poursuivre notre voyage sur le continent. C'est au moins 11 personnes qui ont été tuées dans un attentat dans le comté de Mandera, dans le nord-est du Kenya. L'attaque aurait ciblé des travailleurs non résidents d'une carrière. Les habitants qui ont parlé à nos confrères de la BBC ont indiqué que 2 explosions et une fusillade ont été entendues vers 1h du matin dans la nuit de lundi à mardi. Un camp militaire se trouve à moins de 300 mètres de la zone de l'attaque. Les combattants d'Al-Shabaab ont mené une attaque similaire en décembre dernier, lors de laquelle au moins 36 personnes ont été tuées. Ouais. C'est de la folie. C'est pire que de la folie. C'est de la folie parce qu'on est arrivé à un moment où les gens n'ont pas... La vie n'a plus de valeur pour d'autres personnes. Ils se donnent le droit d'enlever, de tuer, je ne sais pas pour quelle raison. Emmanuel, c'est vrai que là, c'est un terrain où vous n'aimeriez peut-être pas être transporté. Est-ce que vous pensez qu'un pays, un continent comme l'Afrique, il n'y a pas un seul pays africain qui fabrique les armes? Les armes circulent quand même. Oui. Ça coûte très cher une arme. Une arme plus des munitions. Ah oui. Ce serait quand même naïf de penser que les Africains sont si peu intelligents, même s'ils sont devenus fous. Non, mais on les a menés vers la folie. Je ne veux pas rentrer dans une polémique, mais... Je l'ai bien dit. C'est pas tombé du ciel. D'accord, c'est pas tombé du ciel. Nous, on repart sur le continent et c'est au Mali où un responsable opérationnel d'AQMI a été tué par l'armée française. Donc le djihadiste Mohamed Ali Ak Wadoussen a été tué par des membres de l'opération Barkhane. L'homme avait été relâché il y a quelques mois par les autorités en échange de l'otage français Serge Lazarevitch. Il est mort lors d'une opération des forces spéciales françaises au nord de Kidal. Oui, j'ai vu l'information. Votre réaction? Vous êtes contente que... Enfin, on ne peut pas se réjouir de la mort d'une personne. Même si c'est un terroriste si dangereux? Oui. Il a tué les morts. Il en a tué. Je sais, mais moi, ma foi en Dieu fait qu'on ne peut pas se réjouir de la mort d'un ennemi, même si c'est ton ennemi. Après, il est mort, je ne peux pas lui dire... La logique voudrait que je dise qu'il mérite ce qui lui arrive. C'est pas logique. Et c'est là où je me trouve souvent très mal à l'aise avec la croyance, le Dieu des Africains, si je peux le dire comme cela. Vous êtes chrétienne, je ne connais pas trop. Mais j'ai envie de dire, bien qu'étant chrétien, sur le continent africain, du moment où un individu arrive et qu'on a tué les gens, qu'on arrive à le neutraliser, c'est une bonne chose, oui. Pour moi, c'est une bonne chose. Oui. Même si, voilà, c'est une bonne chose, je l'accepte, mais je vais pas en vous réjouir. Voilà, c'est ce que je dis. Après, c'est logique, si qu'il tue, il est mort, il a récolté ce qu'il a semé, en guillemets, mais... C'est pas paradoxal un peu de dire c'est une bonne chose, mais on ne se réjouit pas? Parce que l'individu de ce type-là, quand il est en liberté, c'est quand même inquiétant. Hein? Oui, c'est un danger pour nous tous, hein, je sais. Mais après... Ce qui est curieux, c'est que je vois votre désarroi et votre embarras d'être sur ce terrain-là. Je ne suis pas embarrassée, c'est ma nature. Je n'arrive pas à me réjouir de la mort d'un être humain. Quel que soit l'être humain, quel que soit son bord, pour moi, c'est une vie. Après, ça n'excuse pas le fait qu'il ait commis des actes qui sont vraiment irrépréhensibles. C'est comme moi, je suis contre la peine de mort. Parce que même s'il a tué les gens... Même si des fois on peut penser que cette personne mérite la mort aussi à son retour, il y a quelque chose au fond de moi qui me dit quand même, moi je n'aurais pas ce courage-là de tuer une personne parce qu'elle a tué.
Justement, c'est pas vous. C'est pour ça, effectivement, que ce soir, moi, je vous ai invité pour nous parler de votre combat qui est celui de préserver des vies contre... voilà. Faire de la prévention. Donc, notre magazine tire inexorablement vers la fin. Quel est le message que vous pouvez porter à ceux et celles qui vous écoutent ce soir pendant cette période chaude d'été? Oui, pour moi, l'été, c'est l'occasion de beaucoup de rencontres, de beaucoup de fêtes, de beaucoup de réjouissances. Ce que j'aimerais dire, c'est que cette jeunesse, là, tout le monde prend la peine d'abord de faire le test de dépistage, pas seulement du VIH, mais des hépatites aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hépatites et les hépatites, ça tue. Et voilà, de se protéger, de prendre soin d'eux-mêmes et des autres autour d'eux, en faisant non seulement le dépistage, la vaccination contre l'hépatite, et puis, voilà. Porter les préservatifs, avoir ça sur soi. S'ils en ont besoin, il y a l'association Aide qui est là. On est au 10 rue Marc-Antoine Petit. C'est gratuit. Ils peuvent venir en chercher s'ils ne peuvent pas se les acheter. Il faut redonner l'adresse. Où est-ce qu'on peut vous trouver si on a besoin d'avoir les préservatifs? Déjà, ici à la Guillotière, je pense dans tous les commerces, j'en mets dans les paniers régulièrement. Il y a l'association LLS aussi qui le fait. Et nous, notre adresse est au 10 rue Marc-Antoine Petit dans le 2e. On propose des tests de dépistage rapides tous les mercredis de 16h30 à 20h30. Et puis, tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, il y a les médecins de l'hôpital La Croix-Rouge et des Doigts Heureux qui viennent pour faire le bilan complet, c'est-à-dire les syphilis, hépatites et tout. Donc, c'est l'occasion pour eux, avant les vacances, de venir se faire dépister. Comme ça, ils connaissent les statuts sérologiques et puis ils peuvent partir tranquille. Merci beaucoup à Emmanuela Chonanga. C'est vrai que ça a été fort embarrassant pour vous de vous amener sur le terrain du terrorisme, la politique en Afrique. Vous qui êtes chrétienne, je n'ai rien contre le christianisme, mais parfois j'ai l'impression que pour nous autres Africains, ces religions nous ont beaucoup endormis. On n'endort pas, on a la conscience de tout ce qui se passe. Seulement on a une autre manière de réagir, c'est tout. D'accord. Donc les préservatifs, on peut les retrouver donc à votre adresse, ça veut dire le 10 rue Marc-Antoine Petit. Ou à la Guillotière chaque... Je passe là-bas chaque jeudi après-midi et vendredi après-midi dans tous les commerces en pause. Merci d'avoir... Et puis ils peuvent faire les tests aussi les vendredis s'ils veulent aussi. Ça, on les encourage. Et ça surtout, on encourage les uns les autres à faire ce test pour ne pas être des tueurs ambulants. Et je compte sur vous aussi pour relayer l'information. C'est ce que nous faisons ce soir. Merci. Voilà. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu. On vous retrouve une prochaine fois. Et rendez-vous est pris donc mardi prochain pour l'accompagner. Donc Emmanuela, on propose donc cette aération musicale. Akende seboyeo azalaki na posa ya baninga asekisa yeo anana seboyeo azalaki na posa ya baninga basolola maweleki ye amibwakio kolo ya ndako ye kondeke te awa elekaki ye apumbwe o bandeko bazangi ye seboye o. Des fois le bonheur il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Ananas, c'est boyeo. Azalaki na posa ya baninga. Basolisa ye. Akende, c'est boyeo. Azalaki na posa ya koseka. Baninga maweleki ye apumbwe likolo ya ndako ye kondeke te pasi elekili ye akeyo mawa na motema tokoloba nini yo
fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un